Je me nomme Charles Dorel. Je suis né, il y a 22 ans, le 6 février 1766, à Sennecey-les-Mâcons. Le village compte quelques 500 âmes. Il est entouré par les bois de Nesse, où j'aime parfois me perdre pour communier avec la nature. Il y court un charmant petit ruisseau, le Bonnetain, qui se jette dans la Saône. Je vis dans une maison à l'entrée du bourg, avec mon père et ma sœur Marie. Ma mère est morte en couche. Je ne connais d'elle que ce qu'on m'en a dit. Ce fut une femme de conviction, aux valeurs chrétiennes affirmées et qui tint bien le foyer. Mon père est un modeste laboureur qui travaille sur les terres du marquis de Gorges, le seigneur du village. Ce dernier a droit de justice sur son domaine et il allait bientôt me le faire comprendre. Je connais cette histoire depuis que je suis petit, j'ai presque 75 ans, donc il y a très longtemps que je connais cette histoire parce que mon père me l'a racontée. Il la tenait lui-même de son père, qui la tenait aussi lui-même de son père, comme les gens ne savaient pas écrire à cette époque, à ce moment-là, donc se devaient de génération en génération de transmettre ce drame. Et mon père disait, je crois qu'il y a un manuscrit, mais sans plus. Quand j'ai commencé à travailler à 13 ans, à l'époque, c'était pas rare de commencer à 13 ans, je me suis mis en quête de parler de Charles Dorel et surtout de chercher ce manuscrit, si vraiment il existe ou pas. Alors quand j'ai retrouvé la trace de ce manuscrit, une personne m'a dit que ce manuscrit n'existe plus aujourd'hui parce qu'il était en très mauvais état. Par contre, il a été recopié par une personne de Clessé, un village en Mâconnais, là, qui l'a écrit, qu'il l'a recopié, donc il l'a copié plutôt, sur un cahier d'écolier. Et puis ensuite, eh bien, c'est une personne qui a, de ce nos ans d'ailleurs, une personne qui a tapé à la machine ce manuscrit qui est devenu donc un tapuscrit. C'est le document que je dispose aujourd'hui. L'affaire était bien simple. Les 3 vieilles dames de verre étaient mortes sans héritier naturel et avaient légué leurs biens aux habitants manants du village pour y être partagés entre eux. C'étaient les termes mêmes du testament. Mais le marquis de Gorges ne l'entendit pas de cette oreille et revendiqua ses droits auprès du Parlement de Mâcon. Les dames de verre, ou verrées, je ne sais pas trop, on n'a jamais su vraiment, étaient 3 dames qui habitaient à Mâcon et leur résidence d'été était à Sennecey. Et puis un jour, elles ont décidé de ne plus venir à Sennecey. Et elles n'avaient pas d'héritier, donc elles ont décidé de faire don des bois de Sennecey aux manants, les gens qui travaillent avec des mains. Voilà. Mais le seigneur, homme fourbe et cruel, ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui, les donations se font de noble à seigneur, au pire de noble à noble, mais en aucun cas de noble à manant. Donc il a fait une pression terrible sur les habitants pour qu'ils récupèrent ce qu'il a jugé être à lui, et non pas aux manants. Il avait pris possession des bois qui étaient normalement communaux. Donc il se les a pris, et ça a duré je ne sais pas combien, au moins 50 ans. Les débats furent tôt tranchés. Avant même que l'audience fût ouverte, le marquis de Gorges avait gagné sa cause grâce à une vingtaine de faux témoignages. C'était la justice d'autrefois. Mais le comte de Montrevel, gouverneur du roi en la province de Bresse, qui se trouvait en son hôtel de Mâcon, s'indigna à la nouvelle de ce jugement. D'autant qu'il y avait là l'occasion de venger une insulte récente du marquis de Gorges. Il engagea les paysans à faire appel du jugement, leur assurant qu'il interviendrait. 4 députés étaient désignés pour porter la requête. Finalement, le marquis de Gorges perdit. Abattu, mais pas battu, il regagna ses pénates de Sennecey et mit en place un stratagème qui fit croire aux paysans que leur procès était définitivement perdu, qu'il s'était réconcilié avec le comte de Montrevel et qu'il avait fait embastiller les 4 plaideurs. Devant la repentance des paysans, le marquis abandonna le domaine et se contenta des bois. Généreux le marquis ? Que nenni ?
les bois représentaient 200 hectares, soit les 2/3 du domaine. Toujours est-il que l'accord fut scellé devant notaire. On se rend compte que c'était une histoire du pot de terre contre le pot de fer, du petit contre le grand, de l'impuissant contre le puissant. Et je pense qu'aujourd'hui, rien n'a changé en fait. On est toujours dans cet esprit-là quand on parle de justice. Étant un bien lisant, épris de justice et instruit au droit par le curé du village, je pris conscience que l'accord lésait nos droits. En effet, il est de coutume que les 3/4 des bois nous appartiennent, à nous les manants et seulement l'autre quart au seigneur. Cet accord inique me révoltait et je le fis savoir bruyamment au marquis le dimanche suivant à la sortie de la messe. Une bagarre s'ensuivit. Je me jetai sur lui et lui arrachai sa cape, puis lui donnai une claque. Le seigneur a voulu mettre un coup de bâton à Charles d'Aurelle. Mais Charles d'Aurelle était un homme costaud, un jeune homme. Il a pris le bâton, il a désarçonné le seigneur, enfin il a fait tomber le seigneur et il lui a posé un coup de poing, quoi. Et donc ces sbires se sont jetés sur lui et il a dit non, attendez, ma vengeance à moi, je m'en charge, je m'en occupe. Charles l'ignorait, mais ce geste allait causer sa perte et le faire entrer dans l'histoire du village. Tout a basculé le 8 mars 1788, au soir de mon mariage avec Marguerite Alinaud, la fille du meunier de Charbonnières. Pendant qu'on riait, qu'on festoyait et qu'on dansait, un étrange manège eut lieu au presbytère. Un coup de feu avait retenti et un cadavre avait été transporté jusqu'au château. Le coup de pistolet avait fait sauter la cervelle de l'homme. Il était presque complètement défiguré. Son crâne était fendu. Malgré tout, on a pu reconnaître Charles d'Aurelle grâce à ses habits de noces avec lesquels on avait habillé l'homme défiguré. Il avait trouvé sur Lyon 2 personnes, dont une qui ressemblait à Charles d'Aurelle. Moyennant de l'argent, il les a fait venir à Sensey. Et le soir des noces de Charles d'Aurelle, le soir des noces, alors que Charles d'Aurelle et sa femme regardaient la fête et tout ça, quelqu'un a détourné l'attention de Charles d'Aurelle, notamment la deuxième personne, celle qui ne ressemblait pas à Charles, dit « il se passe quelque chose dans le presbytère ». Donc Charles d'Aurelle innocemment est allé voir qu'est-ce qui se passe. Et là, les sbires du seigneur ont assassiné le sosie en lui explosant la tête. On a changé rapidement les vêtements, on a même ajouté un petit peu de sang de bœuf pour faire encore plus vrai. Et quand le tocsin a sonné, les gens sont venus voir qu'est-ce qui se passe et ils ont vu qui, il n'y avait pas l'ADN à l'époque, donc ils ont vu qui? Charles d'Aurelle, mort. En fait, Charles d'Aurelle, il n'était pas mort, puisque les hommes de main du Seigneur l'avaient emmené et enfermé dans la tour déjà. Mais ce n'est pas moi que l'on porta en terre, car le marquis m'avait fait enlever pour me conduire jusqu'à la tour qui servait de prison. Victor, son valet, me jeta dans un cachot et m'abandonna seul dans l'obscurité et l'odeur fétide de ma cellule. Dieu, que m'arrive-t-il? Me voilà avec une chaîne aux pieds dans un trou. Dites-moi que c'est un affreux cauchemar. Dites-moi que je vais me réveiller aux côtés de ma douce et tendre Marguerite. C'est sûr, c'est un cauchemar. Ça y est, j'entends l'orchestre. Je vois les gens qui dansent. Je vais me réveiller. Mais non, je suis bien éveillé au fond d'un trou enterré vivant. Au moins, par pitié, si je suis condamné à mourir, tuez-moi tout de suite et épargnez-moi les tortures. Mon bonheur s'envole à tire-d'aile. Mon avenir se drape
dans un long linceul noir. « Marguerite, Marguerite, où es-tu, mon ange ?» Mon calvaire dura 5 années, entretenu par Victor, serviteur du mal aux ordres du Seigneur. Ce satané valet me harcela avec la nouvelle que Marguerite, mon aimée, trouvait que la vie avait des douceurs et qu'elle en avait fait goûter à un être nouveau. Enfin, que j'étais père, en ce sens que j'étais le mari de la mère. Marguerite m'aurait donc trahi et trompé ? Je ne voulus pas y croire, mais cette douloureuse pensée me hanta chaque jour et chaque nuit. On lui disait, tiens, ta femme est dans le lit du Seigneur, le droit de cuissage existait encore. Tiens, ta femme est enceinte, ta femme a mis au monde un petit garçon. Voilà. Et puis en même temps, le Seigneur de la cruauté inimaginable, les gens qui ne l'aimaient pas, il les faisait mourir de faim, il les laissait mourir de faim à côté de Charles d'Aurelle. Charles d'Aurelle, lui, il fallait quitte à le gaver, il fallait qu'il vive, il fallait qu'il souffre. 5 années étaient écoulées depuis cette nuit où j'avais été enfermé dans le cachot souterrain de la tour. Depuis lors, la Révolution avait passé sur la France. On était maintenant en pleine terreur. Ce tigre à face d'homme, ce fléau du ciel, au nom de Marat, gouvernait la République du fond d'un bouge et pavait de têtes sanglantes nos places et carrefours de nos villes. De tous côtés, les nobles avaient fui pour échapper à la hache du bourreau. Partout, des bandes de pillards sans foi ni loi venaient dévaliser puis brûler les châteaux. Ce fut l'une de ces bandes, la bande rouge, qui me libéra de mes chaînes après avoir incendié le château de Senozan et vandalisé le domaine de Sensé. Je me retrouvai très vite sous le ciel, le nez dans les étoiles. Je respirai à pleine goulée et pris la route vers la maison familiale. Elle avait bien changé depuis que Marguerite était rentrée avec la triste conviction qu'elle était veuve. Tout avait pris une apparence morne et froide. Et Marguerite, depuis la nuit fatale, n'était jamais plus sortie de son lit où la fièvre et la douleur la clouaient. Un enfant blond était assis sur le seuil. J'appris qu'il s'appelait Mathurin et qu'il était bien né de mon union avec Marguerite. Je sus aussi qu'il était très lié avec un certain Alphonse. Son père, un capitaine de cavalerie nommé Pierre de Prat de Lamartine, avait été emprisonné par la Terreur. Durant ce temps, ma sœur, Marie, avait travaillé au service de la mère d'Alphonse. Mathurin et Alphonse avaient ainsi partagé quelques jeux. Lamartine, c'est le héros, je dirais, emblématique du Mâconnais, forcément, avec l'œuvre qu'il a laissée tant politique que littéraire. Mais il est vrai que Charles d'Aurelle pourrait mériter d'être un peu mieux mis dans la lumière. Donc Serge a déjà commencé le travail avec le Tapuscrit qu'il a ressorti et l'aide de l'association qui porte le projet. Et c'est pour ça que ce film que nous avons donc mis en place devrait servir, peut-être pas à faire une statue à Charles d'Aurelle, mais à le mettre donc dans la lumière pour montrer que Lamartine est un héros effectivement à défendre, mais qui est aussi un héros un petit peu avant Charles d'Aurelle, qui aurait pu être son contemporain vers la fin de son existence, qui porte les mêmes valeurs. Quant à ma Marguerite, nos retrouvailles furent brèves, puisqu'elle mourut la nuit suivante. Miné par le chagrin, j'errais sur les chemins ou au fond des grands bois. Parfois, je m'asseyais sur le banc de pierre à l'entrée de la Maison Blanche. Un soir d'été, un homme au port plutôt altier vint s'asseoir à mes côtés. Je reconnus à peine Victor, mon tortionnaire. Repentant, il demandait mon pardon. « Daignerez-vous, Charles, pardonner à un malheureux repentant,
à un malheureux qui n'a peut-être eu d'autre tort que celui d'être trop attaché à un maître perfide et de le servir aveuglément, implora-t-il. Dieu pardonnant toujours au repentir, je me devais de pardonner. Cette charité chrétienne me condamna à mort. Pour sceller ce pacte de repentance, nous trinquâmes Victor et moi. À peine avais-je porté mon verre à mes lèvres que je m'écroulai en poussant un râle lugubre. Le perfide et lâche ancien valet venait de verser du poison dans le verre. Je mourus dans l'instant et m'en alla rejoindre Marguerite au milieu des étoiles. « Voici mon maître enfin vengé !» s'exclama Victor, fier du devoir accompli. Le machiavélique marquis de Gorges paya sa vengeance. On apprit qu'il fut finalement arrêté alors qu'il tentait de fuir après le pillage de son château. Rapatrié à Paris, il fut jugé et condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. Il monta sur l'échafaud le 7 juillet 1794. Peu après, le comte de Montrevel et la comtesse de Senozan. Quant à Victor, le valet dévoué du marquis, il fut condamné pour brigandage, vol et pillage et finit sa vie au bagne de Toulon. Alors Charles d'Aurelle, aujourd'hui, c'est vrai que très peu de gens connaissent, mais il y a 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, tout le monde connaissait Charles d'Aurelle. J'ai rencontré des gens qui me disaient qu'à l'école, ils apprenaient Charles d'Aurelle. Il y avait des dictées, des récitations. Et il y a même un monsieur, un jour, qui avait à peu près 80 ans, aujourd'hui il en avait beaucoup plus de 100, avec des grosses larmes qui coulaient sur ses joues, me disait que nous, quand on était gosses, on ne jouait pas, on n'avait pas la télévision, on ne jouait pas aux Indiens, aux cow-boys, aux gendarmes et aux voleurs, on jouait à d'Aurelle et aux méchants. Et on avait même, dans les bois de Sensey, une cabane qu'on appelait la cabane à d'Aurelle. Ça permet surtout de connaître l'histoire de Senozan, de savoir quand a été détruit le château, quand a été détruite l'église, reconstruite. Mais ça reste une histoire locale, je pense. Alors quand je dis locale, on va étendre à quelques communes autour de nous. Mais il y avait le marquis de Georges à Sensey, il y avait le seigneur à Senozan, mais ça permet de comprendre la suite et de comprendre l'histoire, les destructions du château, de l'église, des tours, etc. Charbonnières est doté de 2 moulins, le moulin du Bois et le moulin de la Croix, qui rejoint l'histoire de Charles d'Aurelle, puisque ce dernier a épousé Marguerite Alino, qui était la fille du meunier de l'époque. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il a été repris par une personne qui s'appelle David Roland, qui est passionné de moulins, entre autres, et qui, petit à petit, depuis maintenant plus de 20 ans, le restaure, lui redonne vie et fait les choses de telle façon que l'histoire se poursuit. C'est pour ça que je voudrais faire des fouilles, parce qu'il y a des escaliers. Ils ont été comblés, les escaliers. Mais il y a un souterrain. Et de temps en temps, il y a eu un camion qui est tombé dans un camion de fioul qui avait livré, qui est tombé dans un trou. C'était au-dessus d'un souterrain qui s'est effondré, quoi. Et j'ai un copain, là, Geoffroy, qui est magnétiseur un petit peu, qui les retrouve, les passages. Charles d'Aurelle, qui était donc le héros, donc tour à tour chevalier blanc, jeune marié, prisonnier, paria et finalement martyr, c'est quelqu'un qui a défendu des valeurs donc, de liberté individuelle et de lutte contre l'oppression. Et à ce titre, il aurait eu un autre destin, il aurait forcément embrassé les valeurs défendues par l'enfance de Lamartine. Donc j'ai trouvé avec mon association que c'était normal de porter le projet de Charles d'Aurelle, puisque nous on défend des valeurs d'humanisme et d'inclusion, et que c'était tout à fait évident de se porter sur ce projet avec Serge.